Bonjour, on va se retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie, de la présentation sur l'échographie en ophtalmologie. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire, exclusif en ophtalmologie. Vous avez mes coordonnées ici. Le principe aujourd'hui, on avait vu dans la partie 1 il y a quelques temps, la réalisation pratique de l'échographie en ophtalmologie vétérinaire. Aujourd'hui, on va présenter l'ensemble des pathologies qu'on va pouvoir diagnostiquer, explorer à l'aide de l'échographie. Vous avez un QR code qui vous permet de télécharger la présentation, en PDF directement sur mon site visionanimal.fr. Dans le dernier épisode, si vous avez raté les éléments, l'échographie, on va la réaliser si on a une perte de transparence de l'œil. On réalisera des échographies essentiellement de manière transcornéenne pour avoir la meilleure qualité d'image. Une sonde linéaire de haute fréquence est conseillée pour la réalisation d'échographies et tous les échographes vont permettre de faire, de l'ophtalmologie, mais la qualité d'image va changer suivant le modèle, la génération de votre appareil. La courbe d'apprentissage est assez rapide pour l'échographie oculaire et je conseille tous les vétérinaires à ne pas hésiter en fait à avoir recours à une échographie systématique sur les cas d'opération que vous allez réaliser ou quoi que ce soit sur des patients, qui sont tranquillisés, pour, s'entraîner justement. Il y a aucun risque pour l'œil, c'est quelque chose qui est vraiment, assez aisé à mettre en œuvre. L'introduction, donc aujourd'hui, il y a de nombreuses pathologies oculaires qui sont présentes. Les plus fréquentes, les plus marquées, vont être des modifications de la transparence cornéenne qui vont, engendrer une impossibilité à visualiser l'intérieur de l'œil. L'échographe est un examen rapide, qui intervient en complément, bien sûr, d'un examen ophtalmologique complet. C'est-à-dire qu'en préambule de l'échographie, vous avez bien sûr défini, et élaboré en fait tout un diagnostic autour des commémoratifs qui sont apportés par le propriétaire et par les éléments cliniques que vous allez pouvoir, apprécier. L'objectif, principal de l'échographie et de la présentation d'aujourd'hui est de connaître les principales pathologies en ophtalmologie, les principales pathologies oculaires, ainsi que les images échographiques qu'elles vont rendre, dans votre pratique régulière. Quelques rappels anatomiques. On rappelle que l'œil est une structure, particulière. C'est vraiment un organe dans l'organisme avec, des éléments hyperéchogènes qui vont limiter le passage des échos. La cornée avec 2 couches, l'épithélium, l'endothélium, qui sont hyperéchogènes. La chambre antérieure qui est anéchogène et les capsules de cristallin, donc capsule antérieure et capsule postérieure du cristallin, avant d'arriver dans le segment postérieur, le vitré et la rétine. Les atteintes du segment antérieur. On va définir l'œil par différentes atteintes avec des cas cliniques qui vont permettre, d'explorer ces atteintes. Le segment antérieur va pouvoir, vraiment c'est la partie qui est la plus atteinte, la plus fréquemment atteinte par des lésions. On pourra avoir des traumatismes, des masses inflammatoires, des corps étrangers, des UVI, donc des inflammations de la chambre antérieure, ainsi que des néoplasies. Les masses inflammatoires vont pouvoir être constatées au limbe, à la jonction entre la cornée et la sclère. On a des déformations de différents niveaux, avec des pathologies inflammatoires, comme ici l'épisclérite nodulaire granulomateuse présentée par ce patient. On peut être tenté de faire des biopsies, des prélèvements, mais clairement l'échographie peut suffire dans certains cas à son diagnostic, et aussi avec un traitement adapté par rapport à ça. Donc on voit sur l'image échographique, on retrouve les mêmes éléments en fait, on retrouve l'iris ici, vous avez la cornée là et vraiment à la jonction entre la sclère et la cornée, cette prolifération inflammatoire avec une petite cavité, anéchogène ou hypoéchogène, qui contient sans doute du liquide, mais une consistance majoritairement inflammatoire dans son ensemble. Le corps étranger. Alors, on va pouvoir visualiser dans certains cas aussi le passage de corps étranger si notre échographe est de suffisamment bonne définition. Ici, dans ce cas particulier, on avait une suspicion, on avait un œdème cornéen, pas spécialement de douleur chez cet animal, mais en fait, on voyait des adhérences avec de la fibrine en chambre antérieure. L'échographie a permis de révéler en fait la présence d'un corps étranger perforant sous la forme d'une épine, qui traversait la cornée. Donc on voit bien la position ici en fait, la fibrine, l'inflammation qui entoure le corps étranger qui apparaît ici hyperéchogène, en tranche, donc sur l'épaisseur de la cornée et la réaction inflammatoire en lien avec cette inflammation. L'iris qui se trouve en dessous, donc les adhérences, donc vraiment une image assez classique et assez facile à mettre en œuvre.
Toujours dans le segment antérieur, les atteintes cornéennes, vont pouvoir être, objectivées par l'échographie, comme les œdèmes cornéens. On aura donc, cette, disparition de cette ligne anéchogène qui se trouve en général entre l'épithélium et l'endothélium. Donc le stroma est quelque chose de d'hypoéchogène, voire d'anéchogène. Vous aurez donc, la présence d'éléments inflammatoires ici, donc dans l'épaisseur de la cornée. Vous pourrez avoir aussi donc un épaississement de la cornée qui se manifeste bien, hein, sur l'échographie, et on le visualise ici par exemple par la présence d'un kératocone, une déformation conique, de la cornée, chez un sujet qui était atteint de dégénérescence endothéliale. Donc l'endothélium cornéen ne joue plus son rôle, et on voit d'ailleurs qu'il est atrophié par endroits, il est même plus présent du tout, et on a une entrée d'humeur aqueuse à cet endroit qui entraîne, une déformation, un épaississement de la cornée par endroit et un œdème en réaction. Dans le segment antérieur, vous pouvez avoir des uvéites, ce sont des inflammations, de l'œil avec, la présence éventuellement d'hyphéma, ou d'hypopion. Donc la différence, l'hyphéma, c'est une accumulation de sang, à l'intérieur de l'œil. On pourra avoir donc cette représentation-là, vous pouvez l'hyphéma en chambre antérieure sur cette échographie, l'iris qui se trouve là, associé avec un décollement rétinien, donc cette image est assez ancienne, donc la qualité est pas la meilleure qui soit, mais on voit bien en fait cette image de saignement, ici donc sous la rétine et un saignement en chambre antérieure avec donc ces images avec relativement hyperéchogènes, par endroits, avec des lésions bien souvent punctiformes, au niveau de l'échographie. La présence de fibrine aussi peut être objectivée à l'aide de l'échographie, par la présence de filaments en chambre antérieure qui vont être ces filaments hyper réfléchissants, donc ça se voit relativement bien au niveau de cette échographie. En avant pardon, du cristallin, on va voir représenter des éléments inflammatoires assez denses. Dans le segment antérieur, on peut avoir des effets un peu boule de neige, comme on va voir sur cette image, avec, vraiment ces effets tyndales qu'on va voir, à l'état, gyralophtalmoscopie, directe, pardon, en lampe à fente, et on pourra voir ces mouvements, en fait, de diffusion dans l'humeur aqueuse. Attention, donc ces cas peuvent, entraîner des hypertensions intraoculaires secondaires parce que ça va oblitérer, occlure l'angle iridocornéen et du coup empêcher la bonne circulation de l'humeur aqueuse. On peut avoir aussi des panuvéites, donc des inflammations à la fois du segment antérieur et postérieur. Vous voyez que sur ce patient, on peut absolument pas du tout visualiser ce qui se passe à l'intérieur de l'œil, lors de l'examen direct. On voit que c'est un phénomène qui est plutôt ancien. L'examen, rapproché permettra d'apprécier un déplacement antérieur du cristallin. On voit que le cristallin est en chambre antérieure. On voit ce qu'on peut considérer comme étant l'iris ici en chambre, qui est présent en arrière, pardon, du cristallin, et la présence d'éléments inflammatoires, donc a priori plutôt hyphéma mélangé avec de la fibrine, donc sous la forme d'une panuvéite à la fois antérieure à l'iris et postérieure à l'iris. En cas de déformation de l'iris, on peut avoir des hypertensions qui vont, donc des glaucomes qui font suite à des adhérences qu'on voit ici très nettement, pardon, on va revenir en arrière. Donc cet iris bombé, on va le voir donc sous la forme d'adhérence entre l'iris et le cristallin. En fait, l'iris touche le cristallin et empêche de ce fait, la bonne circulation de liquide, contenu dans l'œil, et on aura de ce fait un iris qui va être déformé, un iris qui est dit bombé. Pareil là, vu l'œdème cornéen, difficile d'apprécier cet iris bombé sans avoir recours à l'échographie oculaire. Une, image, identique en fait de cet iris bombé. On voit que l'iris est collé en fait tout autour, du de la capsule antérieure et limite le passage de liquide, et à l'échographie, on va bien voir cette poche de liquide, donc anéchogène, entre l'iris et le cristallin. Donc le liquide ne pouvant pas circuler, en fait, il va s'accumuler par endroits et ça va générer des glaucomes avec tous les signes que vous connaissez. Sauf que dans le cadre de l'iris bombé, on aura pas de dilatation pupillaire, la pupille va être relativement serrée puisque adhérente, au niveau du cristallin. Dans le segment antérieur, donc toujours pareil, l'iris bombé, là, une forme extrêmement avancée d'iris bombé. On voit bien que là, l'iris est complètement collé sur le cristallin. On voit des logettes dans lesquelles du liquide s'est accumulé, en fait, hein, donc, et là, l'iris vient carrément toucher, la cornée, la face interne, en fait, de la cornée, l'endothélium cornéen. Le cristallin est en place, hein, dans cette situation, et on voit effectivement donc ce positionnement et cette notion d'iris bombé.
Dans le segment antérieur, on peut avoir aussi des déformations avec la présence de réminiscences de tissus embryonnaires comme les persistances de membranes pupillaires, comme on voit là dans ce cas-là chez un chat. Donc ces fibres sont objectivées en échographie, on va les voir très nettement ici. Donc toutes ces fibres qui sont positionnées là, elles vont générer une cataracte qui est très focale, mais qui ne va pas gêner la vision de cet animal. Néanmoins, on voit que sur ce patient, on a une très forte pigmentation irienne, et cette pigmentation irienne, c'est ce qu'on appelle un mélanome de l'iris, mélanome diffus, avec une déformation même de la lame postérieure de l'iris. Cet animal a dû être énucléé puisque la déformation de l'iris était jugée comme très importante, avec un bilan d'extinction négatif, et on a préféré réaliser une énucléation de cet œil atteint. Le segment antérieur, on peut avoir également, comme on voyait là, donc des néoplasies. Ces néoplasies sont souvent bien délimitées, relativement hyperéchogènes, et proviennent pour l'essentiel de l'iris, voire des corps ciliaires. Elles envahissent souvent la chambre antérieure, voire le vitré. Le mélanome de l'iris est la forme la plus fréquente de ce qu'on va pouvoir diagnostiquer dans les tumeurs de la chambre antérieure chez l'animal. Il est très important de différencier ces mélanomes de kystériens. Certains peuvent être confondus de par leur aspect, l'importance de leur taille, mais on va voir ensemble que leur contenu peut être complètement différencié assez facilement. Premier cas, le cas de cet animal qui présente une déformation assez généralisée de l'iris, avec une très forte pigmentation et un relief présent en masse sur la partie inférieure ventrale de l'iris. L'échographie confirme cette déformation, avec une atteinte à la fois de la lame antérieure de l'iris, mais aussi du corps ciliaire. L'énucléation a révélé un mélanome uvéal de haut grade qui n'a pas nécessité de traitement complémentaire, et le bilan d'extension était négatif sur cet animal. Les néoplasies, donc on peut voir ici, en fait, elles ont souvent en fait un rapport de proportion, je l'appelle un peu ça les icebergs, puisque l'aspect direct on va avoir des yeux qui sont souvent calmes, avec peut-être quelques manifestations inflammatoires secondaires comme cette cataracte chez cet animal, des synéchies, donc des adhérences entre l'iris et le cristallin. Mais quand on regarde en échographie, donc ça c'est le même animal, on va pouvoir voir que la tumeur provient sans doute des corps ciliaires à l'arrière de l'iris, et là on est déjà sur un stade très avancé puisque ça va occuper une grande proportion de la taille du segment postérieur, donc déjà sur un stade malheureusement très avancé. On peut noter que le cristallin est extrêmement repoussé en fait sur sa face interne, en position médiale, sous l'influence de cette tumeur. Donc là, malheureusement, pas d'autre solution que l'énucléation. Des néoplasies aussi présentes, donc on a ce cas assez classique, on peut en voir, on voit la chirurgie qu'on a pu réaliser par la suite, donc sur un adénome des corps ciliaires, quelque chose d'assez assez esthétique, puisque c'est une tumeur qui peut s'opérer dans les stades précoces. Ce sont des tumeurs qui sont assez bénignes, mais qui rapidement peuvent conduire à une hypertension assez marquée. Donc on voit l'aspect de l'image en échographie. Vous voyez que c'est une échographie sectorielle que j'avais réalisée à l'époque, et la chirurgie qui a été réalisée dans la foulée. Donc vraiment une masse bien délimitée. L'échographie donc contribue à pouvoir préconiser un traitement adapté par rapport aux masses qu'on va pouvoir voir. Les kystériens, comme je vous disais tout à l'heure, pour les différencier de l'aspect d'une tumeur irienne, c'est que simplement leur contenu est anéchogène. Donc si vous avez une masse assez sphérique qui est présente en chambre antérieure ou directement en face postérieure de l'iris, passez-le à l'échographie si vous avez un doute. Vous pourrez apprécier justement son côté anéchogène donc à l'intérieur de sa cavité, qui permet d'orienter sur un aspect donc non néoplasique, non tumoral de ces kystériens. Pour la petite histoire, ils sont produits au niveau du corps ciliaire, ils cheminent et bien souvent ils se retrouvent en chambre antérieure. C'est rarement grave, sauf s'il y a vraiment de nombreux kystes qui sont présents dans l'œil. Cas clinique pour changer un peu d'air. Vous avez Talia qui est un Rottweiler de 10 ans, l'œil droit est présenté comme fermé depuis 3 jours. À l'examen ophtalmologique, on va noter un chémosis, donc une inflammation assez importante des conjonctives, la présence d'une masse en regard de la sclère, une masse pigmentée avec un œdème cornéen associé diffus. La pression intraoculaire est relativement augmentée à 48 mm de mercure, pression normale étant considérée comme normale entre 15 et 25 mm de mercure. Les réflexes photomoteurs ne peuvent pas être évalués forcément, mais le réflexe photomoteur indirect est absent sur le contralatéral. L'animal paraît comme non-voyant, donc la réponse de clignement à la menace et la réponse de clignement à l'éblouissement sont toutes deux nulles.
En examen complémentaire, vu l'aspect, de l'œil, on va réaliser une échographie oculaire sur ce patient. L'échographie oculaire va permettre d'apprécier donc un décollement rétinien complet avec la présence importante de sang en chambre postérieure et un remaniement très important du segment antérieur et une déformation en regard de la sclère. L'analyse histologique, après énucléation révélera la présence d'un mélanome uvéal malin, donc chez cet animal, sans diffusion au niveau de l'organisme. Donc le pronostic était relativement bon après réalisation de l'énucléation. On voit très bien ici donc, la diffusion en fait de la masse, au-delà de la sclère en fait, hein, donc par endroits. Donc vraiment quelque chose d'assez important, donc d'où l'intérêt du recours à l'échographie en préambule, pour, être sûr qu'on a, une néoplasie qui est présente donc chez cet animal. Vous avez vu le remaniement qui était quand même très important. Les atteintes cristalliniennes. Dès qu'on aura en fait un changement d'aspect du cristallin ou une modification de la position du cristallin, sous la forme d'une subluxation ou d'une luxation du cristallin, on pourra utiliser l'échographie pour s'aider au diagnostic, que ce soit des luxations qui vont être antérieures ou postérieures. Le cristallin, il apparaît comme anéchogène, avec des capsules hyperéchogènes qui le précèdent, donc qui sont en avant et en arrière du cristallin. L'augmentation de la réflectivité à l'échographie du cristallin va être notée lors de sclérose ou de cataracte. On aura donc un blanchiment du cristallin à l'examen direct, et à l'échographie, on va voir en fait des volutes qui apparaissent, donc volutes d'hyperéchogénicité dans l'épaisseur du cristallin. Plus la cataracte va être évoluée, plus le cristallin paraîtra hyperéchogène, donc au niveau de l'échographie. L'échographie, elle est très importante dans un bilan préopératoire de la cataracte, puisqu'en fait, elle va permettre de déterminer la taille du cristallin, en fait, donc et du coup, prévoir la taille d'implant qu'on va positionner en fin de chirurgie de cataracte. On pourra envisager aussi des instabilités du cristallin, donc s'il y a des subluxations du cristallin, voire d'éventuelles ruptures de la capsule postérieure ou antérieure du cristallin, qui vont totalement changer la donne en vue de l'opération, que ça soit en termes d'urgence d'opération ou en termes de technique opératoire. Alors le changement d'aspect du cristallin, vous le voyez bien là, en fait, sur cet animal qui est présenté pour une cataracte, bilatérale avec, une modification donc de l'aspect des cristallins, et on voit une réelle déformation de la capsule arrière du cristallin sur cet animal, avec une capsule totalement plane, donc qui va nous permettre d'anticiper le geste chirurgical par rapport à l'œil opposé, l'œil gauche qui lui, par contre, avait un aspect de capsule relativement normal, un cristallin peut-être un peu colobomateux, un peu déformé, au niveau de l'examen direct. Les changements donc d'aspect du cristallin, donc ça, c'est un cas assez intéressant sur un animal, un patient qui présente, une cataracte diabétique, donc secondaire à un diabète, qui a vu sa capsule, imploser complètement. Ce que vous voyez ici, au début, je pensais que c'était l'iris, mais en fait, l'iris est bien là, en fait, au niveau localisation. Ce qu'on voit ici, simplement, c'est la capsule, postérieure, mais la capsule, totale du cristallin, qui a éclaté et qui, du coup, le cristallin a basculé en chambre antérieure. Donc la partie cortex noyau, en fait, du cristallin était en chambre antérieure. On avait vraiment cette ligne hyperéchogène assez étrange, en arrière du cristallin. Donc la chirurgie, heureusement, a été réalisée très rapidement pour, extraire le cristallin ainsi que la capsule. Le lenticône postérieur, c'est une entité assez, rare en fait, mais quand même documentée. C'est la déformation postérieure de la capsule du cristallin. Souvent, on va s'en rendre compte lors de l'échographie. L'examen direct est assez délicat pour objectiver cette pathologie. On va pouvoir visualiser donc des cristallins qui vont être cataractés avec une déformation, en regard du pôle postérieur du cristallin. L'instabilité du cristallin, on la voit très bien sur cette image, dynamique, cristallin qui est agité lorsqu'on appuie avec la sonde. C'est le même animal que là, en fait, hein, donc à part un peu d'issue de vitrée, on ne voyait pas grand-chose d'autre, et donc là, on voit bien que son cristallin n'est pas du tout stable, donc il va falloir, procéder à une chirurgie d'extraction du cristallin, car, il menace de se luxer complètement à tout moment. L'œil est relativement calme, donc l'indication chirurgicale est vraiment intéressante dans ce cas. La luxation antérieure du cristallin, donc là, c'est là où on voit que le cristallin est complètement balancé, dans le segment antérieur. Ça se voit bien souvent à la lampe à fente, mais en cas de doute, vous pouvez compléter par un examen échographique. On voit très bien que l'iris va être, caudal, en fait, à la position du cristallin et non antérieur comme, classiquement observé. Avec une modification, ça doit faire un certain temps que le cristallin évolue, en cataracte sur cet œil-là de chien, puisqu'on voit que la cataracte est quasiment,
hypermure totale au niveau du cristallin, et on voit que le cristallin vient frotter contre l'endothélium, et ça génère une réaction vasculaire de néovascularisation cornéenne assez importante. Donc là, l'échographie trouve vraiment tout son sens. Les luxations un peu plus classiques, hein, donc avec des cristallins qui viennent de luxer, donc quelque chose d'assez assez esthétique en photo, avec un positionnement, donc comme je disais avant, antérieur à la position de l'iris au niveau de l'œil de cet animal. Alors là, on voit que vraiment l'échographie présente tout son sens. On a cet œil sur cet animal qui présente un œdème cornéen diffus, plutôt ancien. On voit que les néovaisseaux sont importants dans leur quantité et leur diffusion. Et l'échographie va nous révéler la présence, pas besoin de vous annoter cette image, on voit bien ici la cornée, l'iris, et qui a accompagné l'iris en arrière, le cristallin qui est complètement luxé, qui est adhérent à la rétine, qui elle-même doit être décollée. Donc pas besoin de vous dire que ce patient, malheureusement, on va pas faire grand-chose pour lui. C'était une découverte fortuite sur ce patient présenté en consultation pour un autre motif. La luxation postérieure du cristallin, c'est pas toujours catastrophique comme on a pu voir sur le dernier cas. On peut avoir des luxations plus récentes où là il y a une réelle indication chirurgicale. Donc ça c'est la même image de ce patient où on voit très bien en fait l'iris et la position du cristallin qui n'est pas encore en contact direct avec la rétine. Donc il y a un intérêt éventuellement d'aller chercher ce cristallin. L'atteinte du segment postérieur, on va pouvoir avoir des pathologies assez mineures comme la dégénérescence vitréenne qui s'appelle la cinérèse. On pourra avoir des persistances de vitré primitifs et dans certains cas des pathologies plus lourdes, plus graves comme le décollement rétinien. La dégénérescence vitréenne, elle peut être difficile à objectiver sur certains yeux qui sont sclérosés en examen direct, mais on la verra en fait à l'échographie par la présence d'éléments hyperéchogènes qui sont présents fixes, donc ils sont pas en flottaison, ça ne bouge pas en fait ces éléments-là, ils sont vraiment dans le vitré. C'est une compaction du vitré qui peut altérer légèrement la vision, mais qui n'a pas de conséquences majeures en fait pour l'animal, mais c'est quelque chose à noter. Vous risquez de le voir en échographie de manière assez régulière, avec des densités qui sont plus ou moins importantes suivant les études. On constate donc 4 stades en fait à l'échographie. Cette cinérèse, elle va parfois se présenter par la présence de points multifocaux, des structures linéaires qui sont enchevêtrées les unes sur les autres, avec une densité très faible à très importante. Le dernier cas, effectivement, peut contribuer à avoir une gêne visuelle assez marquée. La persistance du vitré primitif, la PHPV, ou persistance du vitré primitif et de la tunique vasculaire de la lentille, PHTVL, c'est une persistance donc d'une rémanence vasculaire embryonnaire qui va pouvoir être visualisée directement avec en arrière du cristallin des adhérences et la présence d'éléments vasculaires qui semblent connectés à l'arrière jusqu'à la rétine. Et l'échographie est vraiment une partie importante de cet examen puisqu'il va permettre d'objectiver la quantité de ces adhérences et les conséquences au niveau de l'œil. Donc on le voit très bien sur ce cas. Le même cas qui a été échographié, on voit qu'il n'y a donc pas de vascularisation dedans, on l'a passé à l'examen Doppler, donc il n'y a pas de vaisseaux qui sont actifs en fait à l'intérieur de ce pédicule. Là, la gravité est réellement faible, peu notable. À noter que c'est quelque chose qu'on voit dans une race en particulier qui est le Doberman. Voilà un examen dynamique en fait d'une persistance du vitré primitif avec vraiment cette bande qui va rejoindre entre la capsule arrière du cristallin, la capsule postérieure du cristallin et la rétine. Le décollement rétinien, c'est vraiment quelque chose de très important en échographie, une image assez protéiforme, toujours la même, cette image de décollement qu'on dit en fleur de lys. Alors pourquoi on a cette image? La rétine, lorsqu'elle se décolle, elle va se décoller de partout, jusqu'à l'ora serrata, donc sa zone d'adhérence juste en arrière des corps ciliaires, et au niveau de la rétine, le nerf optique va rester attaché, la rétine restera attachée au niveau du nerf optique. Donc vous avez cet aspect vraiment en volute, en fleur, certains vont l'appeler en aile de mouette également en fait, donc vraiment quelque chose de classique avec une structure linéaire continue, hyper échogène qu'on va visualiser dans plusieurs plans de coupe et d'observation. C'est donc souvent quelque chose d'hyper échogène avec une attache au niveau du disque optique et une attache au niveau de l'aura cillaris retinae en arrière, donc comme je disais tout à l'heure, du corps ciliaire. Il y a des hémorragies qui sont souvent associées lors de ces décollements rétiniens, et on peut avoir des yeux totalement calmes en fait, et seule l'échographie va permettre de voir ces éléments-là, puisqu'en fait on ne peut pas observer le fond d'œil en examen rétinographique ophtalmoscopique direct ou indirect, et l'échographie va nous révéler la présence, vous voyez, de ce niveau assez
léger, on va dire, de décollement rétinien. On aura des décollements qui peuvent être partiels, plus ou moins importants sur une partie ou l'autre de la rétine. Et en examen dynamique, vous verrez donc le décollement là ici complet et le retour vers le disque optique. Là ici, tac, voilà cette image. Désolé pour la qualité, mais c'est la meilleure image en dynamique que je puisse avoir. On voit bien l'adhérence en fait au niveau du nerf optique. Alors on peut avoir des formes chroniques de décollement rétinien, donc des formes où carrément la tache en fait, rétinienne au niveau de l'aura ciliaris c'est complètement désunie, voire même des fois au niveau du nerf optique directement. Donc on n'aura plus cette image en aile de mouette, mais une image, comme si c'était une fleur fanée en fait, hein, complètement. Donc ça c'est sur des formes vraiment, anciennes de décollement rétinien. Les atteintes orbitaires, une fois qu'on a fait le point là sur les structures endoculaires, vous pourrez explorer toute autre partie de l'œil. Alors pour les atteintes orbitaires, ce que je dis souvent, c'est que l'échographie est un des éléments, de la construction d'un diagnostic étiologique, mais ne permet bien souvent pas à en déterminer toutes les causes et tenants et aboutissants, et je préconise de réaliser des examens tomodensitométriques ou éventuellement d'IRM pour accéder en fait à, ces structures et préparer une éventuelle intervention. 3 éléments qu'on va détailler, le dacryokyste, les tumeurs et donc néoformations et abcès rétro-orbitaires, ainsi que les sialocèles. Donc les dacryokystes, donc on va voir donc ces lésions orbitaires, l'aspect, dans tous les cas, des tissus est plus homogène que le tissu orbitaire environnant, souvent. Ça peut induire des syndromes cliniques si ces masses sont volumineuses, donc pousser l'œil en avant, et la détection est souvent aisée puisque le propriétaire lui-même va vous notifier, vous dire: «Voilà mon chien, l'œil qui ressort, la troisième paupière qui ressort» et cetera. Il est important de différencier en termes de pronostic, l'abcès de la néoplasie. Alors souvent les abcès vont avoir un aspect, hypoéchogène, contrairement aux tumeurs qui sont souvent très, très denses au niveau cellularité et qui vont avoir un aspect hyperéchogène. Je vous laisse, voir en fait cet arbre décisionnel par rapport à la vitesse de survenue des lésions, de la vitesse de progression, du côté douloureux ou non en fait de l'aspect, clinique, qui permettront déjà d'orienter votre diagnostic, que ça soit vers quelque chose d'inflammatoire, comme des corps étrangers orbitaires, des cyanoadénites, des masses ou abcès pardon, des abcès ou des cellulites orbitaires, la myosite des muscles masséter antérieurs ou éventuellement des tumeurs, et des nécroses, oculaires associées. Les néoplasies ou les mucocèles vont être différenciées donc justement par cet arbre décisionnel et les examens complémentaires que vous allez pouvoir conduire. Lors d'atteintes orbitaires, les dacryokystes, ce sont des déformations kystiques non graves en fait, hein, donc qui se présentent souvent en post-opératoire de chirurgie de remise en position de luxation de glandes nitidantes, mais peuvent arriver à différents endroits de l'œil. L'image assez classique qu'on va avoir, c'est un contenu hétérogène qui n'est pas liquidien, qui est souvent un cumul de mucosité. On peut avoir recours en fait à des ponctions éco-guidées de ces éléments pour confirmer la nature kystique de ces affections. Lors d'atteintes orbitaires, on peut avoir des myosites des muscles extraoculaires, donc vraiment on a l'impression que c'est le chien les yeux qui va sortir, un peu comme Tex Avery avec ses yeux qui ressortaient dans les cartoons, et on va pouvoir localiser et visualiser un épaississement, une inflammation en fait de ces muscles extraoculaires à l'échographie. C'est en général assez léger, assez discret, mais on va pouvoir le noter néanmoins sur ces structures. Cette pathologie elle est dysimmunitaire, le traitement fonctionne très bien avec un traitement souvent long terme. Un cas plus récent que j'ai pu examiner, donc c'est lors de lacération cornéenne. Le motif de consultation de cet animal, c'était la présence d'une lacération, supposée par morsure d'un congénère 2 jours auparavant. L'œil était relativement calme. On a réalisé une échographie oculaire afin de visualiser la sclère et on a pu conclure à l'absence en fait de perforation de la sclère, donc aucune nécessité d'avoir une intervention pour établir une étanchéité sclérale. Donc vraiment l'intérêt de l'échographie pour les explorations périoculaires ou oculaires, donc dans le cadre de ces affections orbitaires. Les néoplasies et les abcès. On va pouvoir voir en fait différentes déformations de l'œil, souvent sur des cas qui paraissent assez bénins, comme ça, regardez cet animal qui présentait une kératite de surface,
une rétine un peu bizarre avec une sorte un décollement rétinien assez marqué. L'examen échographique, donc là, quand vous n'arrivez pas à voir une partie de l'œil, je vous conseille vraiment de recourir à l'échographie, a permis de délimiter en fait une masse de près de 2 cm et demi par 3 cm au pôle postérieur qui décollait la rétine. Donc on était sur une tumeur vasculaire chez ce chat qui était de mémoire relativement jeune. Les néoplasies, donc comme je disais tout à l'heure, doivent être complétées par un examen souvent tomodensitométrique. L'échographie seule, c'est important en fait de la compléter par ces examens. Donc suivant l'accessibilité à ces moyens d'imagerie, l'IRM reste quand même la solution de choix en ophtalmologie, mais si on n'a que le scanner ou que les gens ne peuvent pas se permettre de faire un examen d'IRM, je vous recommande de le réaliser dans tous les cas, comme en imagerie conventionnelle, permettent d'établir en fait des diagnostics d'envahissement, d'ostéolyse et de destruction des tissus environnants. Un cas intéressant qui m'a été présenté il y a quelques années, c'était un animal qui est présenté pour une procidence de la membrane nititante. On a, à l'échographie, observé cette masse qui déformait la partie ventrale de l'œil. Toutes les structures endoculaires étaient normales, l'animal était voyant, donc on a réalisé un examen tomodensitométrique qui va permettre d'observer, donc en regard de l'œil droit, une volumineuse masse en fait, donc à la base de l'œil. Cette tumeur était une tumeur de la glande nictitante. Une chirurgie par abord temporale, latérale, pardon, a été réalisée. Après une ostectomie, on a pu réaliser un accès à la masse qui a été retiré avec succès. Et ensuite, on a fait une reconstruction cutanée de cet animal. Donc une tumeur qui était une tumeur plutôt agressive, avec aucune récidive quelques mois après la chirurgie. Donc on voit vraiment l'intérêt de l'échographie en fait par rapport à ça. On fait vraiment du pré-diagnostic en fait dans ce cadre d'examen et délimiter la masse et voir s'il y a un intérêt à opérer ou non par rapport à ces éléments-là. Une néoplasie toujours, donc des animaux qui vont présenter souvent des réactions inflammatoires, donc du périorbite avec une procidence de la membrane nititante assez fréquente. Donc là, sur ce cas, on voit que la déformation du globe est assez mineure et on voit qu'on a quand même une masse qui vient faire appui. On voit la consistance, tissulaire en fait, donc hyper échogène en arrière de l'œil. Donc vraiment quelque chose d'assez classique en fait, donc sur cette déformation. Cette néoplasie a été investiguée, à l'aide d'un scanner. Le scanner a révélé effectivement un envahissement assez marqué de la masse, qui malheureusement n'a pas pu être, opéré, la déviation de l'œil étant trop importante et l'animal était un mauvais candidat à une chirurgie d'exérèse. Les sialocelles, peuvent vraiment faire penser à des tumeurs aussi, sauf dans leur vitesse d'évolution, donc souvent c'est quelque chose de rapide. Donc je vous rappelle pas l'anatomie des glandes salivaires, mais je vous ai mis une petite image ici pour rappeler. Donc la glande zygomatique est vraiment sous l'œil. Donc c'est très souvent celle-là qui va être qui va avoir comme conséquence une déformation. En fait, souvent par une verticalisation, l'œil va être déplacé dorsalement avec une procidence de la troisième paupière. Souvent de la douleur à l'ouverture de la bouche et là en échographie vous allez pouvoir visualiser la présence d'une cavité liquidienne infraorbitaire. Donc très souvent on voit que l'œil est là-haut et là donc l'image révèle vraiment cette importante cavité mixte liquidienne qui a été ponctionnée. La ponction a révélé la présence en fait de sang mélangé avec du mucus et vraiment donc de la salive. Une chirurgie a été réalisée et consistait en fait à l'extraction de cette glande zygomatique après un essai de traitement médical qui s'est révélé infructueux. Les artefacts, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, donc attention, donc quand on fait des échographies, vous pouvez avoir des masses, des effets masses qui sont présents à l'examen. C'est simplement la présence de bulles d'air sur les interfaces lors de l'examen échographique. Alors un petit point aussi, je tenais à vous parler de la pareidolie en échographie, puisque parfois on peut voir des formes. Comme là, on peut voir cet ours sur le dos dans un nuage. Juste voir si vous arrivez à voir en fait ce vaisseau Star Wars en échographie. Donc on voit bien, alors c'était un cas de luxation postérieure de cristallin, pour noter. L'iris se trouvait un peu en position antérieure et il y avait des adhérences, donc comme un filet de sécurité qui a retenu ce cristallin qui allait luxer en champ postérieur et si on l'avait arrêté. Donc je trouve que c'est la plus jolie qui soit. Je sais pas si vous l'avez là ici, donc un petit éléphant ou un fantôme, donc en fonction de ce qu'on peut voir. Là, si vous êtes bon, vous allez voir Batman. Et en bilan, l'échographie, c'est vraiment
En ophtalmologie, un examen complémentaire très important. Pensez-y dès que vous aurez une perturbation du milieu interne, si vous n'arrivez pas à accéder à toutes les structures de l'œil ou si vous avez une déformation ou un changement, une modification de la position de l'œil. Les images sont parfois délicates à interpréter, comme dans ce cas-là, où là, malheureusement, en fait, on est face à une panne uveique, mais impossible de déterminer quelles sont les structures qui composent cet œil. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle de l'existence du podcast qui s'appelle L'œil au clébard, un podcast autour de l'ophtalmologie vétérinaire qui va vous permettre de progresser en ophtalmologie tout en écoutant des intervenants de qualité. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute disponibles et aussi disponible en flashant ce QR code. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.